Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car une opération militaire réussie de la France en Afrique ne peut être qu'une intervention de pompiers qui, une fois l'incendie éteint, se retire aussi vite que possible et, en toute hypothèse, ne demeure pas sur place plus de 3 ans, explique l'ancien titulaire de la chaire d'histoire militaire à l'école de guerre astérisque. Depuis 60 ans, nous avons mené 19 guerres sur 3 continents et 13 grandes opérations militaires de police internationale dans le but premier de montrer que nous sommes toujours une nation qui compte. Cela a commencé par la protection des régimes africains contre des coups d'État. Et puis les choses se sont compliquées. En 1969, pour la première fois depuis les indépendances, un État, celui du Tchad, faisait appel à nous pour le sauver d'une grande rébellion. Nous avons alors découvert que le petit contingent de soldats que nous engagions pouvait gagner toutes les batailles, mais ne pouvait résoudre tous les problèmes qui faisaient qu'il y avait des batailles. On a bien essayé, à l'époque, de réformer l'administration et la pratique politique de N'Djamena, mais c'était trop demandé pour un État à la fois corrompu et jaloux de son indépendance. On a donc eu la sagesse de considérer au bout de 3 ans que, en rétablissant la sécurité hors des montagnes désertiques du nord du pays, on avait atteint un objectif suffisant. Cela tombait bien, le gouvernement tchadien, que l'on venait de sauver, commençait à trouver notre présence gênante. Nous sommes donc partis, avant de revenir quelques années plus tard après un autre appel au secours. Cette intervention a été la mère de toutes nos interventions militaires, et comme trop souvent, on n'a pas assez écouté sa mère. La France, par son processus de décision politique, ses bases prépositionnées et ses unités de combat en alerte, était la force de réaction rapide de l'Afrique francophone, un statut aussi prestigieux qu'encombrant. On ne pouvait s'empêcher de répondre aux appels des États en danger, mais en même temps nous savions que le marquant néocolonial serait rapidement collé à cette intervention. Dans ces conditions, une intervention militaire étrangère ne pouvait être qu'une intervention de pompiers. Si les pompiers éteignent l'incendie, tout le monde est content et ils peuvent partir la tête haute. S'ils n'éteignent pas l'incendie et restent dans la maison, ils passeront rapidement comme indispensables pour certains, mais incompétents voire suspects pour d'autres. Et même pour des intrus s'ils commencent à donner des conseils. À partir de 1980, on a essayé plusieurs choses pour résoudre ce dilemme. On n'a plus envoyé de bataillons français en première ligne, mais on a appuyé ceux qui y allaient. Cela a fonctionné lorsque les États existaient et que leurs forces armées étaient suffisamment solides, comme en Mauritanie après 2009, par exemple. Cela a échoué dans tous les autres cas. Or, si les pompiers éteignent l'incendie, tout le monde est content et ils peuvent partir la tête haute. S'ils n'éteignent pas l'incendie et restent dans la maison, ils passeront rapidement comme indispensables pour certains, mais incompétents voire suspects pour d'autres. Et même pour des intrus s'ils commencent à donner des conseils. À partir de 1980, on a essayé plusieurs choses pour résoudre ce dilemme. On n'a plus envoyé de bataillons français en première ligne, mais on a appuyé ceux qui y allaient. Cela a fonctionné lorsque les États existaient et que leurs forces armées étaient suffisamment solides, comme en Mauritanie après 2009, par exemple. Cela a échoué dans tous les autres cas. S'adosser à un État failli n'en fait pas un État fort et s'adosser, pour cacher le drapeau français, sur des forces interafricaines, européennes ou onusiennes ne les rend pas plus efficaces. En désespoir de cause, lorsqu'il a fallu faire face à 2 colonnes de 1500 combattants djihadistes roulant vers le sud du Mali, en janvier 2013, on était toujours au point de départ, les forces françaises étaient les seules à pouvoir y faire face. La nouveauté, c'est qu'il y avait pour une fois une bonne conjonction avec des moyens efficaces disponibles tout de suite, des missions claires et réalistes, stopper l'ennemi, libérer les villes du Nord, détruire les bases djihadistes, une guerre assumée par le président de la République et l'acceptation de la prise de risque. Ce fut une révolution, y compris au sens où on revenait complètement en arrière, dans les années 1970, en l'occurrence. Et là a logiquement réussi, mais c'était trop beau. En la matière, il faut savoir où s'arrête ce qui suffit. On n'a pas su et la malédiction a frappé. Après la victoire, nous avions l'embarras du choix, nous avons fait le choix de l'embarras. On décidait de rester militairement au Mali, croyant les problèmes quasiment résolus avec la tenue d'élections, la mise en place d'une mission européenne de formation pour l'armée malienne et le déploiement d'une force onusienne. Le plan de la nouvelle opération, Barkhane, était alors de contenir les groupes djihadistes jusqu'à ce que les armées locales, maliennes et nigériennes en premier lieu, prennent le combat à leur compte.
Comment avons-nous pu imaginer à ce moment-là que cela allait fonctionner? Comment a-t-on pu croire qu'en restant au Mali avec des forces limitées, tout en s'engageant en Centrafrique, en Irak, puis massivement en France avec Sentinelle, le tout en continuant à réduire budget et effectifs, on allait avoir la force suffisante en qualité et en quantité pour accomplir la mission? Nous avons mis en place un petit marteau qui ne pouvait donc que taper sur des clous, et encore peu nombreux. Comment avons-nous pu penser en même temps que, grâce à quelques stages prodigués par des instructeurs européens ou des centaines de millions d'euros d'aide, on allait être relevé rapidement au Mali par une armée?